Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on va lancer notre premier cycle de webinaires. Ça fait quelques mois qu'on avait envie de le faire, qu'on s'était dit dans notre équipe basée à Béziers, eh bien on a envie d'essaimer et de faire connaître les dynamiques autour de la très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale. Donc on a préparé un cycle sur presque une vingtaine de semaines. Ce sera le vendredi de 11h30 à midi, tous les vendredis, une demi-heure. On essaiera d'être très synthétique, très factuel. Donc, je pense que la période et que la crise actuelle doit nous engager à inventer de nouveaux modèles. Je crois que tout le monde le dit, tout le monde le pense. Réduire les impacts liés à nos modes de vie, réduire les impacts liés aux organisations, quelles qu'elles soient, tout type d'organisation, entreprises, associations, collectivités. Et nous considérons que ce qu'on appelle la RSE, RSO, on va la décliner aujourd'hui, eh bien, est une clé, est une solution sur le long terme. C'est pour cette raison qu'on vous a préparé un cycle. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque c'est le lancement de ce cycle. On aura deux parties dans cette matinée. Une seconde partie animée par Fanny Auger qui est en ligne sur l'hygiène sanitaire pour bien comprendre les gestes barrières, pour faire le plus de pédagogie possible sur le sujet pour que les acteurs comprennent pourquoi et comment il faut se protéger. On aura bien sûr un temps d'échange. L'idée est que je puisse vous exprimer ce qu'est la RSO aujourd'hui, la responsabilité sociale et sociétale des organisations. Et je vais vous le présenter en images. Ça va être bien sûr très synthétique, puisque je vais essayer de ne pas dépasser 10 minutes pour vous faire cette présentation, ce qui est très court, pour laisser après toute la place à Fanny et surtout aux échanges entre nous. Alors la RSO, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, une définition très simple, elle est connue, hein, elle date de 1987. Le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. On aurait aimé même l'avoir écrite. Et souvent, on nous demande, mais quelle est la différence entre le développement durable et la RSE et la RSO? La responsabilité sociale et sociétale des entreprises ou des organisations, c'est tout simplement la contribution des entreprises et des organisations aux enjeux du développement durable. En d'autres termes, c'est votre plan d'action. C'est le plan d'action que les responsables mettent en œuvre dans leurs organisations pour répondre aux enjeux du développement durable. En introduction, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette courbe que je montre à chaque fois et qui me perturbe tous les jours un peu plus dès que j'écoute les infos. C'est la courbe de la démographie humaine et mondiale depuis 2 siècles. On voit bien avec cette courbe d'une population qui a été multipliée quasiment par 8 en 2 siècles, qu'inéluctablement, nos modes de vie ont des impacts très importants et sur le climat et sur la pollution, puisqu'on parle beaucoup des effets du climat, mais un peu moins aussi des effets sanitaires de cette pollution qui est bien là et qui est bien mesurée. Alors sur ces sujets de la RSO, je ne vais pas trop le développer, mais il y a un très gros chapitre qui touche à la réglementation. La réglementation est foisonnante, on n'a pas idée de tout ce qui existe. Je n'aurai pas assez de la matinée quasiment pour vous définir, détailler le protocole de Kyoto, les lois Grenelle 1 et 2, qui ont été suivies très exactement de 253 décrets d'application. L'accord de Paris, lors de la COP 21, qui a fait entériner auprès de 198 pays les enjeux quasiment du Grenelle et du protocole de Kyoto. Les différentes COP, la charte de l'environnement. Je ne vais pas tous vous les citer, je vais juste insister un peu sur deux. Sur les objectifs de développement durable de l'ONU, que l'on appelle par leur acronyme les ODD, qui sont très complets et qui permettent à des infrastructures de tous les pays du monde de parler avec un sommaire commun, des indicateurs communs, mais également le plan national santé-environnement dans toutes les régions, le plan national qui est national et avec sa déclinaison régionale dans toutes les régions, avec des objectifs extrêmement précis. On le voit là, j'ai mis par exemple celle de la région Rhône-Alpes où on a vraiment des objectifs très très précis, très dans le détail avec des indicateurs. La France est en train de préparer le PNSE 4 qui sera effectif à partir de 2021. Et toutes les organisations, qu'elles soient sanitaires ou pas, je vous engage vraiment à découvrir le contenu parce que c'est très important que d'appliquer ces préconisations. La RSO, ce sont de nombreux sujets à appliquer au quotidien. Je vais vous les citer sans rentrer dans le détail, puisque ce sera l'objet de ce cycle de webinaires, puisque chacun de ces sujets sera traité dans les semaines et mois à venir. Un des premiers sujets, bien sûr, c'est la consommation énergétique, l'autoconsommation, les énergies renouvelables, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, avec tout ce qui touche aux émissions de gaz à effet de serre qui participent et concourent à l'augmentation importante de la température dans le pays.
Autre sujet très très important, l'optimisation de la qualité de l'air, que l'on parle de qualité d'air intérieur ou de qualité d'air intérieur, il y a des enjeux très importants. Plusieurs études montrent que le coût de la mauvaise qualité de l'air intérieur, notamment dans le pays, coûte plusieurs milliards d'euros à l'assurance maladie. Ce qui veut dire que plus on anticipera et plus on mettra en place les éco-gestes sur le sujet, plus on sera efficace en termes de santé publique et en termes économiques. Autre sujet capital de la RSO, c'est la politique d'achat responsable, avec des critères de choix extrêmement précis, nous y reviendrons, des quantités de labels plus ou moins sérieux à connaître, parce que dans les dimensions d'achat, on sait parfaitement que c'est ce qui génère ce qu'on appelle les externalités négatives et que l'on peut très largement anticiper. L'économie circulaire, la gestion et la revalorisation des matières résiduelles, on ne parle même plus de déchets, nous montre des quantités d'exemples dans les régions qui permettent de mettre en œuvre des circuits permettant de transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour d'autres. Il y a des expériences incroyables dans tout le pays et ça mérite vraiment d'être développé. La prévention des risques émergents avec tout ce que l'on peut mettre de prévention en termes de perturbateurs endocriniens, de risques chimiques, de risques liés aux champs électromagnétiques ou aux nanoparticules, font partie des sujets de la santé environnementale que l'on peut mettre en œuvre dans toutes les organisations, quelles qu'elles soient. Un autre chapitre majeur, l'optimisation des ressources en eau avec deux grandes thématiques. D'une part, la réduction des consommations d'eau. Elle est souvent gaspillée dans nos pays. Hélas, mais également la gestion des effluents liquides pour faire en sorte que l'on ne retrouve pas dans l'eau et l'eau de boisson notamment des résidus de pesticides, des résidus de médicaments ou des nanoparticules. C'est un grand chantier. Autre chantier des plus passionnants, l'éco-conception des pratiques, des produits, pardon pour le T, et des bâtiments. On parle même d'éco-conception des soins. La logique est d'analyser les impacts générés par des pratiques et de les réduire. Un chapitre qui concerne tous les Français, que ce soit sur leur lieu de travail ou à domicile, eh bien, c'est la logique de la restauration éthique et durable, qui prend en considération de nombreux chapitres, bien sûr, la déclinaison des différents labels, l'utilisation du plastique à usage unique, les perturbateurs endocriniens, qu'ils soient dans les emballages ou dans les produits, les différents additifs, les nanoparticules, les risques chimiques, les menus bas carbone, et bien sûr, le grand sujet, la réduction du gaspillage alimentaire, puisque tout le monde sait que 24% de nos frigos partent à la poubelle chaque année. Et puis, petit clin d'œil pour rappeler la logique de la politique d'achat avec les nombreuses allégations mensongères qui existent dans ces métiers-là. Ça, j'aime particulièrement celui-là avec le savourer la proximité de produits industriels uniquement gras et sucrés. Là, on a une belle collection. On vous montrera ça lors d'un prochain webinar. Autre sujet des plus importants, nous l'avons découvert récemment, les nuisances sonores et leur réduction. Eh bien, les maladies liées aux nuisances sonores en France représentent la troisième source de dépenses et de maladies dans notre pays. Ça ne se sait pas. Et pourtant, on peut appliquer très simplement des mesures et des éco-gestes pour les réduire. Un chapitre des plus compliqués pour l'ensemble des organisations, c'est tout ce qui touche les transports, le fret, la mobilité douce, que ce soit pour les clients, que ce soit pour les prestataires, que ce soit pour les déchets, que ce soit pour les marchandises. C'est un vaste sujet sur lequel il y a également de très belles actions exemplaires dans le pays et on pourra vous en faire profiter dans les semaines et mois à venir. Un des chapitres les plus plaisants dans les organisations, tout ce qui touche à la biodiversité et la santé, qui permettent de mettre en œuvre des espaces très innovants dans tout type d'entreprise, permettant de mettre en lumière les interactions qui existent entre ces deux sujets. Bien sûr, le vaste sujet du bien-être, de la santé, du télétravail, de la satisfaction au travail, avec sous-jacent la loi Pacte qui permet aux organisations dans notre pays de devenir des organisations, des sociétés à mission. Nous travaillons même aujourd'hui avec certains territoires pour les transformer en territoires à mission, permettant ainsi, de définir une raison d'être en équipe, de l'appliquer et de la faire contrôler par des organismes tiers certificateurs. Nous y reviendrons pendant ce cycle de webinaires. Alors si on résume, si c'est possible, les différents défis qui s'offrent à nous, bien sûr la lutte contre le dérèglement climatique, la dynamique de la santé environnementale qui peut être déclinée dans toutes les organisations, la sécurité sanitaire, la santé des professionnels, ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, et on a tendance maintenant de plus en plus à parler de qualité de vie globale, pas uniquement au travail, la lutte contre tous les gaspillages et les achats responsables.
Alors, demain, comment? Eh bien, c'est la question qu'on se pose ici. Hein, ça fait 10 ans que nous travaillons sur ces sujets dans l'agence. Eh bien, le comment, nous l'avons décliné sous forme d'une démarche, la démarche à très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui permet à toute organisation d'obtenir un scoring. Scoring qui est très intéressant parce qu'il intègre en son sein les certifications ISO 14001, ISO 26000, les lois Grenelle, le plan national santé-environnement et les ODD et toutes les thématiques liées à la santé environnementale. En clair, une organisation qui fait ce scoring a la possibilité de bâtir un plan d'action pour monter en compétence sur la totalité des sujets et peut-être même un jour être labellisé. Alors non, la RSO, ça n'est pas la cerise sur le gâteau, parce que ça fait plusieurs années quand même que certaines organisations ont cette sensation. Non, ce n'est pas du marketing, non, ce n'est pas de la communication, c'est une véritable stratégie d'entreprise et qui a beaucoup de sens pour la décennie qui arrive. Le bonus du jour, je vais vous le faire très synthétique, c'est un peu trop long, donc je vais vraiment raccourcir pour laisser tout le temps qu'il faut à Fanny, mais c'est quand même cette circulaire du Premier ministre qui date, vous le voyez, c'est quand même assez frais, du 25 février 2020, qui concerne l'engagement de l'État pour des achats publics éco-responsables et qui liste très clairement les 20 engagements que toutes les collectivités nationales et notamment les hôpitaux publics se doivent de respecter. Donc je ne vais pas vous le détailler maintenant, je voudrais juste vous montrer ces obligations qui sont là. On peut bien sûr vous les faire suivre par mail à l'issue. Ces 20 obligations qui ont été demandées par le Premier ministre doivent être résolues dans le pays fin juillet. Donc on voit que c'est très rapide. Et la semaine prochaine, nous mettrons en ligne un éco-calculateur qui permettra aux collectivités de savoir quel est leur positionnement exact sur la totalité de ces points. On parle de véhicules électriques, d'arrêter les déplacements en avion pour les différentes organisations de l'État, les consommations d'énergie des bâtiments publics, la transition énergétique. Tout ceci est totalement décliné. Donc, je voulais conclure là-dessus parce que je pense qu'il est important que dans un pays, les collectivités et l'État soient exemplaires si on veut que les organisations, les entreprises et les associations puissent s'engager. Fanny, j'ai essayé de respecter cet exploit de résumer ce qu'est la RSO en 10 minutes. C'était une première pour moi. Pardon de l'avoir fait au galop, mais comme ça, tu as tout le temps derrière pour pouvoir développer la dynamique des gestes barrières. Prenons quelques minutes si des participants ont des questions et s'il n'y en a pas, on se concentrera sur l'intervention de Fanny. Donc si vous avez des questions, on peut vous passer la parole. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va passer directement à l'intervention de Fanny. Et puis, si les questions fusent à l'issue, on sera quand même là tous les deux pour vous y répondre. Fanny, je t'en prie, c'est toi qui as la main. Super, merci beaucoup. Est-ce que mon écran, du coup, on a réussi à faire le switch correctement? Oui. Et vous voyez mon écran? Oui. Génial. Donc, du coup, moi, je m'appelle Fanny Auger. Je travaille à Primum en tant que conseillère développement durable. Je suis chimiste de formation et formée à l'hygiène hospitalière. Donc, on a souhaité commencer ce module par le sujet brûlant du moment. On ne pouvait pas l'éviter. Et l'idée, c'était de ne pas forcément redire ce que tout le monde sait déjà, mais d'être assez pédagogique pour bien comprendre les gestes barrières et l'intérêt. Et éviter les mésusages et les fausses bonnes idées qu'on pourrait avoir. C'est vrai que les professionnels de santé, ce sera sûrement des choses complètement évidentes, mais peut-être pas forcément pour le grand public. Du coup, l'idée, c'est de commencer par une partie assez théorique pour replacer les choses dans leur contexte, ensuite voir quelles sont les conséquences concrètement sur le Covid-19, et j'insisterai plutôt sur la dernière partie, qui sont des conseils pour l'application de certains gestes barrières, où on va aussi introduire des notions de prévention en termes de risques chimiques et d'impact sur l'environnement. Donc, première partie très théorique et scolaire, je trouvais ça important de reprendre les choses des fois à la base. Donc, quels sont les différents types d'agents pathogènes auxquels on peut être confronté? Les deux principaux, ça va être les virus et les bactéries. Une bactérie, elle va disposer d'ADN, elle va être capable de se multiplier seule dans son environnement ou dans le corps humain.
et elle va être capable de survivre dans l'environnement et si elle a les conditions de réunis, de se multiplier sans souci. Le virus, lui, il dispose que d'un ARN. En fait, il est incapable de se multiplier ailleurs que dans une cellule hôte vivante. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans notre corps, s'il est dans l'environnement, il est incapable de survivre. Donc, dès l'instant où il se retrouve seul, son compte à rebours commence et il n'a pas vocation à survivre dans l'environnement. Il ne peut que s'affaiblir. Autre caractéristique, c'est qu'un virus est quand même 10 fois plus petit en moyenne qu'une bactérie. On a aussi des parasites et des champignons, mais que je ne vais pas détailler là comme type d'agent pathogène. Le Covid-19, vous le savez, est un virus. Et donc, c'est ça, la chose importante à retenir, c'est qu'une fois qu'il est dans l'environnement, il ne peut que s'affaiblir, il survit très peu de temps. Et que si une surface est désinfectée et qu'on supprime le virus, il ne va pas pouvoir la recoloniser. Contrairement à une bactérie, que si on désinfecte, on sait que les bactéries recolonisent en moyenne en 2 heures. Le virus, lui, il en est incapable. Au niveau des types de transmission, donc on a 3 principaux types de transmission. On en a pas mal entendu parler. Le contact, les gouttelettes et l'aérien. Le contact, ça va être lorsqu'on se touche la peau, notamment avec les mains, mais ça peut être aussi le reste de la peau et via des objets, des intermédiaires. Par exemple, la varicelle, quand on touche des pustules de varicelle, on peut attraper la varicelle juste en contact avec la peau. Les gouttelettes, là, on en a beaucoup entendu parler, c'est la salive, les éternuements, les postillons, tout ce qui est sécrété par notre nez et notre bouche, finalement. Et donc, c'est le cas du Covid-19. Et aérien, alors là, la différence entre l'aérien et les gouttelettes peut paraître subtile, c'est par la respiration. Et la grosse différence, c'est que si on a une transmission aérienne, les agents pathogènes vont rester dans l'air et ne vont pas retomber. Et c'est par exemple le cas de la grippe. Le Covid-19, donc on le sait, c'est des gouttelettes. Ça implique que ce n'est pas cutané. Alors, ce n'est pas cutané, ça veut dire que si on a le virus sur les mains, on ne va pas être infecté. Nos mains, notre peau est une barrière naturelle, il ne va pas la traverser, il ne va pas nous infecter par les mains. Donc, on peut se demander, se poser la question de l'utilité des gants, puisque les gants ne vont pas rajouter une barrière, vont rajouter une barrière en plus, mais notre peau fait déjà barrière. Et puis, il n'est pas non plus aérien, puisqu'il va retomber. Par contre, on a une incertitude sur le temps qu'il met à retomber au sol et le rôle que peuvent jouer certains systèmes de brassement de l'air type climatisation dans le fait de les resuspendre sans arrêt dans l'air. Mais de base, il ne va pas rester longtemps dans l'air. Ce qui veut dire qu'il faut continuer d'aérer les pièces naturellement, d'ouvrir les fenêtres, ça ne présente pas de risque et le Covid ne va pas se déplacer sur des longues distances et venir vous infecter chez vous si vous avez ouvert les fenêtres. Au niveau des portes d'entrée, il existe plusieurs portes d'entrée des agents pathogènes de manière générale. On a tout ce qui est sur le visage. Donc, en fait, c'est les connexions avec le milieu extérieur, donc les yeux, le nez, la bouche. On a aussi tout le système urinaire et les transmissions sexuelles. La peau, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, tout ce qui va être un peu effraction de la barrière cutanée de la peau, donc les plaies, les morsures ou les piqûres de moustiques notamment. Dans le cas du coronavirus, les principales portes d'entrée sont les yeux, le nez, la bouche. Donc, pas la peau. Ça veut dire que si on a des mains ou un gant infecté, ça ne passe pas la barrière cutanée. Par contre, si on se touche le visage avec les mains ou les gants infectés, c'est là qu'on va être infecté. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ce n'est pas au moment où on va l'avoir sur les mains, mais c'est au moment où nos mains vont toucher notre visage, nos yeux, notre nez ou notre bouche, qu'on va pouvoir potentiellement être infecté. Du coup, ça implique que lorsqu'on porte un masque, c'est important de le porter sur le nez, sur la bouche et le nez, ne pas oublier le nez, et ne pas oublier de se protéger les yeux également. On a également différents stades d'infection. Donc ça, on en a quand même pas mal parlé. C'est une notion qui a été normalement bien comprise. On a d'abord la contamination. Donc là, la contamination, c'est quand on attrape un agent pathogène. Il est présent dans notre corps en très faible quantité. On n'a pas de symptômes, on n'est pas malade et on n'est pas contagieux. Très vite, il va se multiplier, c'est son but premier. Et donc, on va rentrer dans la phase de colonisation où là, du coup, on va avoir l'agent pathogène en grande quantité, mais on ne va toujours pas avoir de symptômes. Par contre, on va être contagieux.
Et enfin, le dernier stade, c'est l'infection. On a l'agent pathogène en grande quantité. Cette fois-ci, on a les symptômes, on est malade et on est toujours contagieux. Le Covid-19, sa particularité, et c'est là un des soucis et ce qui explique sa grande contagiosité, c'est que la phase de colonisation dure de 3 à 5 jours jusqu'à 14. Et donc, du coup, une personne peut en contaminer d'autres sans avoir de symptômes lorsqu'elle est dans cette phase de colonisation. Voilà pour la partie théorique. Et du coup, maintenant, on va reprendre un petit peu les chaînes de transmission possibles, théoriquement encore un petit peu, et voir comment les gestes barrières peuvent arrêter ces chaînes de transmission. J'en ai identifié 4 avec un niveau de probabilité. La première, c'est quand une personne contaminée vous parle, vous crache dessus, postillonne dessus, vous contamine directement. La deuxième, une personne contaminée va tousser dans sa main, va se frotter le visage avec sa main, va contaminer sa main, vous serrez la main et vous, avec votre main contaminée, vous allez vous toucher le visage. Troisième possibilité, la personne va tousser ou parler trop proche, postillonner sur une surface. Vous allez ensuite toucher la surface et puis, avec la main contaminée, retoucher votre visage. Et dernière possibilité, la personne contaminée contamine sa main qui touche une surface, que vous touchez à nouveau et vous touchez le visage. J'ai mis ce système de probabilité parce qu'en fait, on a vu que plus en fait, on va être éloigné, il va y avoir d'intermédiaires entre la personne contaminée et nous, plus le risque va diminuer. On peut comprendre que si j'ai de la terre sur ma main et que je touche une surface, je ne vais pas déposer toute la terre que j'avais sur ma main sur la surface, je vais en déposer qu'une partie. Et puis, si une personne, après, va retoucher l'endroit où j'ai déposé de la terre, pareil, elle ne va pas reprendre toute la terre qui était sur la table, mais qu'une partie. Et puis, quand elle va se toucher le visage, elle va en déposer encore qu'une partie. Donc, au fur et à mesure du temps, et qu'on a des intermédiaires, on va d'une part diminuer la charge virale, et d'autre part, vu que le virus, son compte à rebours est lancé dans l'environnement, et bien, il va de plus en plus s'affaiblir tant qu'il passe du temps dans l'environnement. Du coup, maintenant, l'idée, c'est de repasser les gestes barrières en voyant exactement à quoi ils servent, à quel moment. Donc, c'est assez simple et logique. Lorsqu'on est dans le cadre d'une personne qui est en face de vous et émet du virus en postillonnant, parlant, etc., c'est vrai que le fait de s'éloigner, c'est la première mesure barrière, va permettre d'éviter ces gouttelettes et ces postillons. Si la personne porte un masque, elle va aussi arrêter physiquement, en fait, arrêter les crachats, arrêter les gouttelettes physiquement par la barrière du tissu. Le fait de tousser dans son coude va empêcher aussi. Et là, si on n'a pas le choix d'être en face d'une personne qui émet des virus, la seule manière de se protéger, ça va être d'avoir un masque. Et on reviendra après sur les différents types de masques. Et aussi de se protéger les yeux pour éviter de rentrer en contamination. Deuxième cas, la personne va pouvoir tousser dans son coude au lieu de tousser dans sa main et utiliser un mouchoir. Elle va aussi pouvoir porter un masque pour garder les gouttelettes au sein du masque et pas les propulser vers l'extérieur. Si elle a contaminé sa main, le fait de se laver les mains va arrêter la chaîne de transmission. On a aussi le geste barrière de ne pas se serrer la main et de ne pas rentrer en contact physique avec les personnes qui fonctionnent également. La personne, vous, en bleu, elle a également possibilité d'arrêter la chaîne en se lavant, elle, les mains. Et c'est un geste barrière qui n'est pas dit par l'État, mais qui est important, éviter de se toucher le visage, en fait. C'est très, très, très compliqué à faire, mais moins on se touche le visage, et bien moins on prend de risques. Sur cette situation-ci, pareil, tousser dans son coude ou dans un mouchoir plutôt que sur une surface, porter le masque, désinfecter les surfaces ou nettoyer les surfaces entre deux, ça va permettre d'éliminer le virus sur les surfaces. Et puis la même chose, si on a une main susceptible d'être contaminée, se laver les mains et éviter de se toucher le visage. Dernière situation, on a toujours la même chose au début, le masque et les gestes pour éviter de se contaminer les mains. Le fait de se nettoyer les mains, de désinfecter les surfaces, de se renettoyer les mains et d'éviter de se toucher le visage.
ce que je voulais apporter comme message sur ces 4 schémas, c'est que toutes les situations ne sont pas forcément les mêmes. Ce qu'il y a à retenir, à mon sens, c'est que plus on a d'intermédiaires entre la personne contaminée et nous, moins on prend de risques. Et que finalement, le masque, à part pour les personnes qui sont obligées d'être en contact rapproché avec des malades, donc des soignants, où là, il y a le port de masque, le masque va plutôt éviter de lancer une chaîne de transmission plutôt que de se protéger nous-mêmes, en fait. Puisque finalement, il y aura beaucoup de cas où on va se contaminer, pas par une personne en direct, mais en se touchant le visage par des mains souillées. Troisième point, l'idée, c'est d'avoir des conseils sur l'application de certains gestes barrières au regard de ce que nous, on connaît en termes de développement durable. Alors, pour les masques, du coup, un premier rappel pour être totalement clair sur les différents types de masques, mais on commence à bien le savoir. Donc, on a les masques principalement, les masques FFP2, les masques chirurgicaux et les masques en tissu. Les masques FFP2, leur grande particularité, c'est qu'ils sont hermétiques, c'est-à-dire que les soignants, lorsqu'ils les posent sur leur visage, normalement, ils n'ont pas besoin pour les tester, ils ne mettent pas les élastiques. Ils l'ajustent bien à leur visage et quand ils respirent par le nez, qui bloque leur respiration, le masque tient tout seul. C'est-à-dire que c'est complètement hermétique et ça doit l'être pour être efficace. Ça va être le seul masque qui va être capable de filtrer les virus venus de l'extérieur, d'une part parce que les fibres vont être assez petites et parce qu'il va être hermétique. Donc ça, c'est vraiment le masque à utiliser quand on va être en contact proche avec une personne malade. Il est à usage unique, il est réservé aux soignants. Et puis, du coup, il est à compléter par le port de lunettes ou d'une visière si on n'a pas forcément de lunettes de protection. Le masque chirurgical, lui, il n'est pas hermétique. On a des ouvertures sur les côtés, il n'est pas fait pour. Il est plutôt fait pour arrêter les gouttelettes depuis l'intérieur, donc la personne qui porte le masque pourrait émettre. Il arrête également une partie des gouttelettes issues de l'extérieur. Mais par contre, les mailles sont plus grosses que le virus. Donc, en soi, il ne fait pas une barrière contre le virus, même s'il arrête les postillons physiquement. Le virus peut quand même passer. Ce n'est pas une garantie de le stopper. Il est plutôt utilisé pour éviter de contaminer les autres. Donc, c'est pour ça qu'au départ, il était réservé aux malades. Et puis maintenant, on peut l'étendre à l'ensemble de la population. Il est également à usage unique. Le masque en tissu, il a à peu près les mêmes propriétés que le masque chirurgical finalement. Il n'est pas hermétique non plus. Il est plutôt fait pour arrêter les gouttelettes de la personne qui le porte pour pas qu'elle contamine l'environnement extérieur ou une personne extérieure. L'arrêt des gouttelettes venues de l'extérieur, c'est pas garanti selon les différents types de masques. Et puis de toute façon, c'est des tissus trop gros pour filtrer le virus en lui-même. Ça va quand même réduire, hein, mais ce n'est pas une garantie. Donc, il est également utilisé plutôt dans le sens de ne pas contaminer les autres. Par contre, lui, il y a usage multiple. Et l'idée, en fait, c'est que la population, en portant des masques, puisse avoir une sorte de barrière collective. Si personne ne démarre de chaîne de transmission parce qu'il porte un masque, on aura moins de virus qui circulera. Et du coup, c'est vrai que si on utilise le masque pour se protéger, eh ben, il faut également, peu importe lequel, hein, surtout quand on va être en contact rapproché avec du public, eh ben, également porter des lunettes ou une visière, parce que le masque en lui-même va être capable de ne protéger que les yeux, que le nez et la bouche. Quelques bonnes pratiques et moins bonnes pratiques pour le port du masque. Changer de masque pour manger, fumer et boire, en fait, dès qu'on va mettre nos mains à la bouche. Porter le masque maximum 4 heures, donc ça, c'est les recommandations qui sont faites. Changer le masque dès qu'il est mouillé, souillé ou manipulé. Mouillé, en fait, lorsqu'il va être mouillé, il ne va plus du tout faire de barrière physique. Ça va complètement passer, il va pouvoir se coller à notre peau et donc laisser passer encore plus facilement le virus. Si on confectionne un masque à la main, il y a la norme AFNOR, on en a entendu parler, qui régit à la fois la confection et l'entretien des masques en tissu, donc c'est important de la suivre. Et puis, il y a toute une façon de retirer et de mettre le masque. Il faut bien se laver les mains avant,
se laver les mains après et retirer en touchant les élastiques et en évitant de toucher la surface extérieure parce que c'est elle qui peut être contaminée. Dans tous les cas, il faut se laver les mains également après. L'idée, en fait, c'est de se laver les mains, mettre son masque, ne plus y toucher pendant 4 heures et le retirer qu'avec les élastiques. Les moins bonnes idées, réutiliser un masque à usage unique. Alors, pourquoi pas, mais en fait, on ne peut pas avoir de garantie sur les effets s'il va toujours être intact et capable de filtrer et d'arrêter les postillons. Donc, à ne pas faire. L'idée, c'est de porter, pour bien porter un masque, il ne faut vraiment pas le toucher, puisque, comme on a vu, c'est nos mains qui vont être la plupart du temps vectrices. Donc, si on touche son masque, on va toucher un peu aussi son visage. Donc, moins on le touche, mieux c'est, même si ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Et puis, quelque chose aussi à éviter, c'est de mettre son masque autour du cou. Parce qu'imaginez que vous ayez parlé du coup avec votre masque à une personne et que vous avez des postillons sur le cou. Dès l'instant en fait, où vous tirez votre masque et vous le mettez sous votre visage, l'intérieur va être contaminé avec ce que vous avez sous le cou. Donc en fait, vous pouvez le changer une fois que vous le mettez autour du cou. Pareil, si vous le mettez sous le nez, ben, vous arrêtez la protection faite au niveau du nez. Pour les masques en tissu, en fait, après le premier lavage, tous les masques en tissu perdent leurs propriétés imperméables. En fait, c'est le rôle du savon de faire le lien entre l'eau et le tissu. Donc, dans tous les cas, peu importe le tissu que vous choisirez, qu'il soit vendu comme imperméable ou pas au début, s'il est lavable, au bout du premier lavage, il sera plus imperméable et c'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un critère d'imperméabilité sur les masques en tissu à l'achat. Au niveau du lavage des mains, donc là, on a 2 solutions également, l'eau et le savon, et puis le gel hydroalcoolique. Donc, l'eau et le savon, elle permet de nettoyer les mains. Donc, nettoyer les mains, c'est avoir les mains propres, enlever les salissures, enlever le gras, enlever les taches, et puis d'éliminer le virus. Et le gel hydroalcoolique, lui, permet de désinfecter, d'éliminer le virus, mais il ne va pas nettoyer, il va pas rendre les mains propres. Quelques bonnes pratiques et moins bonnes pratiques également. L'idée, c'est d'utiliser un savon écologique non allergène, non irritant. À la fréquence à laquelle on nous recommande de se laver les mains, c'est important d'avoir un lavage des mains qui n'irrite pas nos mains à long terme. Et donc, du coup, c'est important de choisir un savon qui va respecter les mains, puisqu'on va devoir se laver et on se les lave assez souvent. On a aussi un temps recommandé pour se laver les mains, que ce soit à l'eau et au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Il faut que ça dure au moins 30 secondes. Donc, c'est 2 fois joyeux anniversaire de chanter, donc c'est assez long. Et il y a également des techniques pour bien se laver les mains et ne pas oublier certaines zones, surtout que les zones avec lesquelles on va le plus souvent se contaminer, ça va être le bout des doigts, avec lesquels on va toucher les choses et se toucher le visage. Et ce n'est pas forcément les zones sur lesquelles on insiste lorsqu'on se lave les mains. Donc, je vous ai mis une petite vidéo qui explique comment bien se laver les mains. Mais il y en a plusieurs, on trouve cette information-là assez facilement. Important aussi de se laver les mains avant de manger, fumer et boire, donc avant de toucher son visage. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, se laver les mains avant et après le port d'un masque. Ce qui est du coup moins recommandé, d'utiliser le gel hydroalcoolique si les mains sont sales ou mouillées. Donc, si les mains sont sales, en fait, le gel, il ne va pas nettoyer, il ne va que désinfecter. Donc, si on a des mains sales, ça ne sert à rien de se mettre du gel hydroalcoolique puisqu'on peut avoir le virus qui se cache en dessous la crasse qu'on a sur les mains. D'une manière générale, on recommande le gel hydroalcoolique si on n'a pas la possibilité d'utiliser du savon. Mais la première des choses à faire, c'est quand même le savon. Et si les mains sont mouillées, parce qu'en fait, le gel hydroalcoolique, c'est composé d'un mélange d'eau et d'éthanol, d'alcool. L'eau s'évapore très lentement, l'éthanol s'évapore très vite. Et ils ont fait cette juste proportion pour que le gel hydroalcoolique, l'eau ralentisse l'évaporation du gel hydroalcoolique, de l'alcool, de sorte que l'éthanol ait le temps d'agir, de tuer les bactéries et les virus avant de s'évaporer. Si on rajoute de l'eau parce qu'on a les mains mouillées, on va modifier cette proportion et du coup, l'éthanol va mettre plus longtemps à s'évaporer, donc va rester plus longtemps sur les mains et c'est ça qui va causer des irritations aussi sur les mains.
Et puis du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'utiliser des gants, pas forcément de valeur ajoutée d'utiliser des gants. Et du coup, surtout si ça implique de faire moins attention, de toucher un peu tout, etc. Parce qu'on a des gants, mieux vaut en fait ne pas en mettre. Au niveau, pour finir, de la désinfection des surfaces, donc là, on va avoir deux types de désinfection possibles. La désinfection à la vapeur et la désinfection avec des produits chimiques. Donc la désinfection à la vapeur, ça marche bien. C'est une vapeur en général à 120 degrés, donc ça élimine l'ensemble des virus et des bactéries. Par contre, c'est applicable que pour des surfaces qui ne sont pas sensibles à la chaleur et pas sensibles à l'humidité. Et là, l'énorme avantage, c'est qu'on n'a aucun risque d'intoxication chimique, puisque ce n'est que de l'eau. Les produits chimiques, eh ben, eux vont avoir un risque chimique. Et en fait, le point de vigilance qu'on voudrait apporter, c'est que, et c'est justifié de lutter contre le Covid et de mettre des mesures d'hygiène, donc limiter le risque sanitaire. Par contre, il ne faudrait pas limiter, pour réduire le risque sanitaire, introduire un autre risque qui est le risque chimique, qui est aussi problématique. En fait, ce risque-là, pareil, on ne le voit pas très bien. Et il y a deux types d'intoxication chimique. Il y a les intoxications chimiques qu'on appelle aiguës. Donc là, c'est quand on va être en contact avec un produit chimique très toxique et très concentré. Par exemple, on va mélanger de la javel et du vinaigre. On va dégager un gaz qui est toxique et on peut avoir des évanouissements, des vertiges immédiatement. Ça, c'est l'intoxication aiguë, mais il y a un autre type d'intoxication qui est les intoxications chroniques, qui est beaucoup plus sournoise. C'est-à-dire qu'on va utiliser un produit dangereux, moyennement dangereux, on ne va pas s'en rendre compte tout de suite quand on va l'utiliser. Par contre, le fait de l'utiliser régulièrement, tous les jours, c'est là qu'on va avoir cette intoxication chronique avec des effets sur la santé à long terme. Donc l'idée, c'est de les éviter quand même. Donc là, les produits chimiques qui vont être efficaces contre le virus, c'est ceux qui portent la fameuse norme virucide EN 14476. Dans tous les cas, en fait, un désinfectant, c'est fait pour tuer la vie. Donc, dans tous les cas, à un moment donné, ils vont avoir un effet toxique sur la santé ou l'environnement. C'est impossible de trouver un biocide qui n'est pas toxique. Ça n'existe pas, malheureusement. Et par contre, ils vont être utilisables sur toutes les surfaces. Je tenais à remettre ce temps de durée du virus sur les surfaces. Alors, j'ai pris les valeurs qui ont été retenues par l'OMS, même s'il y a plusieurs publications qui n'affirment pas toujours les mêmes résultats. On voit que sur les différentes surfaces, le virus peut rester plus ou moins longtemps. La première chose à remarquer, c'est que sur les plastiques et l'acier, le virus reste beaucoup plus longtemps que sur les mains. Donc, lorsqu'on porte des gants qui sont souvent à base de plastique, et bien finalement, on a peut-être plus de risques que si on a les mains nues, puisque le virus va rester plus longtemps. Et puis, deuxième chose, cette étude, elle est quand même à nuancer, d'une part parce qu'elle a été faite en laboratoire et ils ont mis énormément de virus, de doses de virus sur une surface et ils ont mesuré la moindre infime trace qu'il restait. Si on éternue ou on tousse sur une surface, on va avoir moins de virus en concentration que ce qu'ils ont fait en test de laboratoire. Et d'autre part, ils ont mesuré la présence du virus, mais on ne sait pas s'il était encore susceptible d'infecter, encore actif, encore vivant ou pas. Donc ces valeurs-là, en fait, elles sont à prendre en compte, hein, mais c'est vraiment le maximum du maximum qu'on peut avoir. Dernière bonne et moins bonne pratique, pour terminer, sur la désinfection des surfaces, si vous pouvez privilégier la vapeur à l'utilisation des produits chimiques sur toutes les surfaces qui peuvent le supporter. Privilégier vraiment la vapeur, ça marche bien, c'est fait en établissement de santé dans des zones à risque pour supprimer et l'efficacité n'est plus à démontrer. Juste petite indication pour bien choisir son nettoyant vapeur, il faut privilégier une vapeur sèche à la vapeur humide. Ça évite les risques de brûlure. Alors c'est difficile d'avoir ce critère de vapeur sèche lorsqu'on achète un nettoyant vapeur. Par contre, le moyen simple de s'en assurer, c'est que lorsqu'on met la main devant un nettoyant vapeur sèche, ça ne brûle pas la main. Donc, il faut demander des nettoyeurs qui ne brûlent pas les mains, de préférence.
Euh, Si vous utilisez un désinfectant, l'alcool à 70 degrés, ça marche bien aussi. Et c'est ce que vous aurez de moins toxique en termes de désinfectant. C'est ce qui est utilisé dans les solutions hydroalcooliques, l'alcool à 70 degrés. Donc, on vous conseille d'utiliser ça également. Pour le coup, là, il y a un intérêt de porter des gants lorsque vous faites la désinfection parce que notre peau n'est pas une barrière naturelle contre les produits chimiques. Les produits chimiques pénètrent dans notre peau. Et là, les gants les plus adaptés, c'est les gants en nitrile. C'est ceux qui vont arrêter le plus les produits chimiques. L'idée d'utiliser un produit liquide ou un spray mousse plutôt que des aérosols ou des sprays, des cheap sheets. L'idée, c'est qu'on essaie d'en respirer le moins possible et que les produits chimiques ne passent pas par nos poumons pour qu'on évite d'être intoxiqué quotidiennement par des produits chimiques dans nos poumons. Sur une lingette réutilisable de préférence, bien sûr, les lingettes jetables, même si c'est marqué dessus, elles ne sont pas biodégradables. Et puis, l'idée, voilà, ce n'est pas de lutter contre un risque sanitaire et d'empirer le risque écologique. Donc, par protection de l'environnement, privilégier les lingettes réutilisables. Aérer pendant la désinfection. Donc ça, pareil, pour éviter de trop respirer, parce que tous les produits chimiques que vous allez déposer sur une surface vont aller dans l'air et vous allez les respirer aussi. Les choses à éviter, désinfecter les sols et les murs. En fait, ça n'a que très peu d'intérêt, puisque même si le virus est présent sur le sol, que quelqu'un a craché sur le sol, la probabilité pour que vous... En fait, on ne touche pas le sol, à part les enfants qui sont à quatre pattes ou les personnes en fauteuil roulant qui, en fait, en faisant tourner les roues, vont avoir un contact direct entre le sol, les roues, les mains. Ou d'autres cas, je ne sais pas trop, mais on ne touche pas le sol, donc on n'a pas de raison d'être contaminé par le sol et on n'a pas de raison de désinfecter le sol. Pareil pour les murs, je pense très peu probable en fait. Ce n'est pas risque zéro, mais c'est très peu probable, donc évitons de mettre des produits dangereux alors qu'il n'y a pas vraiment de risque. Autre mauvaise idée, purifier l'air avec des produits soi-disant assainissants. Donc, purifier l'air, on l'a dit que c'était inutile puisque le virus n'était pas dans l'air, sauf cas particulier. Et les produits, de toute façon, soi-disant assainissants, sont que des produits chimiques qu'on rajoute. Ils vont en aucun cas détruire le virus. Ils vont que continuer à nous apporter un risque chimique en plus. Limiter l'eau de Javel. L'eau de Javel, elle n'est pas neutre. Alors certes, elle est efficace contre le virus, mais elle n'est pas neutre ni pour la santé ni pour l'environnement. Il y a plein de mélanges problématiques. Il y a plein d'accidents domestiques à cause de la Javel, donc c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de limiter. Et ensuite, je vous l'ai dit, essayez de ne pas utiliser les lingettes jetables et de ne pas utiliser les sprays et les aérosols. Et dernière chose, c'est ce qu'on disait en tout début, c'est qu'une fois que la surface va être nettoyée, désinfectée, le virus, il ne va pas la recoloniser, puisqu'il n'a pas cette capacité-là de se multiplier tout seul dans l'environnement. Donc, si on nettoie son magasin, on nettoie les surfaces en quittant le soir, ça ne sert à rien de redésinfecter le matin, il ne va pas être revenu, sauf si on le rapporte à nouveau. J'ai terminé du coup sur ce que je voulais vous dire. Il reste un petit peu de temps pour les questions. Je ne sais pas s'il y en a, je n'ai pas pu voir le chat au fur et à mesure. Simplement, je voulais conclure sur ce site de webinaire en disant que l'idée de ces webinaires, c'est de se dire qu'on va traiter une crise sanitaire, mais tout est lié. Tous les sujets qu'Olivier a présentés tout à l'heure, il s'agit de la restauration, de la qualité de vie au travail, de l'énergie, de la santé environnementale, des déchets, de la gestion sanitaire, tout est lié. Et l'idée, c'est d'avoir un point de vue global pour pas, en agissant sur quelque chose, avoir des impacts collatéraux ailleurs. C'est-à-dire en agissant sur l'aspect sanitaire, avoir des impacts sur l'environnement très forts ou sur la santé très forts. Alors, du coup, je vais regarder le chat s'il y a des questions. Fanny ? Oui. Oui, alors il y a eu une question au moment où tu as parlé du port des gants, enfin de l'intérêt du port des gants sur en fonction de la contamination au virus. Olivier avait posé la question de la problématique d'une plaie sur les mains, mais bon, je lui ai répondu que tu avais répondu un peu, mais si éventuellement tu pouvais revenir là-dessus. Ouais. Alors, les plaies sur les mains, en effet, ça peut être le moment où on utilise des gants où c'est pertinent. Alors après, a priori, on n'attrape pas le virus par le sang
Donc, même si on a une plaie, on a très, très, très peu de risques et qu'on est contaminé, on a très, très peu de risques d'être infecté par le virus. Alors, c'est arrivé quelques fois, mais c'est vraiment minime. Donc, voilà, risque peu probable, mais pas zéro. Pour le vinaigre d'alcool, oui, voilà. vas-y. Justement, je voulais te faire les questions, mais tu as rouvert le chat, donc du coup, tu vois Non, les mais questions. c'est très bien parce que je n'ai pas tout non plus l'historique. C'est ces questions qui revenaient en fait. Ouais. Il y avait une question concernant la labellisation et les produits désinfectants et les virucides en l'occurrence. Ouais. Alors, on y il a n'y a pas de répondu. label. Ouais, il n'y a pas de label sur les désinfectants, ça n'existe pas puisqu'ils peuvent pas, ils tuent la vie, donc ils ne peuvent pas être écolabellisés. Méfiance parce qu'on va trouver quelque chose de très ingénieux. On va trouver des produits qui vont être à la fois détergents, donc qui nettoient, et à la fois désinfectants. Et les fabricants vont avoir, sur les détergents, les savons, il y a possibilité d'avoir un label, un écolabel. Donc du coup, des fois, on va trouver des produits nettoyants, désinfectants, qui vont avoir un label sur la partie nettoyante, et on va croire qu'on a un désinfectant écolabellisé, mais c'est totalement faux. Donc méfiance là-dessus. Sur l'alcool, sur le vinaigre, c'est pas un désinfectant, le vinaigre, c'est un détartrant. Donc du coup, il va pas forcément avoir d'efficacité sur le virus. Et sur l'eau de Javel, oui, l'eau de Javel est efficace, mais très dangereuse. Donc du coup, nous, on préconise plutôt l'alcool à 70 degrés par rapport en prenant en compte le risque pour l'environnement et le risque pour la santé à long terme. Et l'utilisation de la vapeur pour Et la vapeur, ouais. Si la vapeur, la désinfection. c'est la meilleure solution. Si on a un appareil à dispo, c'est vraiment le mieux. Et si on a la possibilité d'investir, c'est vraiment le mieux. C'est très efficace et zéro risque, quoi. Et une question encore d'Olivier concernant donc le port de masque et du coup donc pour la population générale, le risque de contamination via les yeux. Quelles recommandations on fait sur le port de lunettes? Porter des lunettes le plus possible couvrantes, qui vont aller le plus possible sur les rebords, sur les côtés. Ou les visières. En fait, tout ce qui va être physiquement le plus protecteur. C'est pas compliqué à comprendre, en fait, de protéger physiquement pour éviter les postillons. Et puis, limiter, en fait, c'est ça, Fanny l'a répété assez souvent lors de la présentation, c'est essayer de limiter de se porter les mains au visage, parce que ça va être un peu comme ça qu'on va apporter la contamination aussi. C'est très difficile, c'est vrai. Depuis que je vérifie combien de fois je me mets les mains au visage dans la journée à cause de ce risque de contamination, c'est affolant. Le nombre de fois où on le fait sans vraiment s'en rendre compte. Pour le nettoyage à la vapeur à la fin de l'épisode Covid, bien sûr, c'est vrai que un des inconvénients de la vapeur, c'est que c'est long, en fait. Pour que ce soit efficace, on ne peut pas le passer comme une lingette, un petit coup rapidos. Il faut avoir un temps de contact de la vapeur entre la vapeur et la surface. Donc, c'est vrai que quand on a des grandes surfaces, ça peut être long. Et du coup, pour un épisode, un nettoyage définitif à la fin de l'épisode Covid, aucun souci. Au contraire, en fait, c'est ce qui est souvent fait dans les établissements de santé. C'est nettoyage à blanc à la sortie d'un patient. C'est ce genre de choses quand on veut vraiment tout bien désinfecter. Il y a Laurence Guichard qui souhaiterait prendre la parole. Alors, c'est pas qu'il va plus être imperméable, le masque, quand on va le mettre autour du cou, mais c'est qu'en fait, on va avoir contaminé l'intérieur avec tout ce qu'il y avait au niveau de notre cou. Et donc, comme on ne maîtrise pas ce qu'il y a au niveau de notre cou et qu'on n'a eu aucune protection sur notre cou, on est susceptible, quand on va le remettre, de tout ce qui était au niveau de notre cou, le remettre sur notre bouche et notre nez. Est-ce que ça répond à la question ? C'est pas forcément qu'il est plus imperméable, mais il va quand même continuer d'arrêter ce qui vient de l'extérieur, sauf que l'intérieur va être contaminé, donc il est plus efficace, on peut le jeter.
Euh, Il y a encore une question, Fanny, sur oui, l'utilisation de la vapeur et du coup les recommandations de produits donc à base d'ammonium quaternaire. alors les Euh, ammonium quaternaires, oui, ce sont des désinfectants classiques, dangereux pour l'environnement, dangereux pour la santé. Donc, ils sont efficaces, ils vont avoir la norme virucide. Après, pourquoi elle déconseille l'utilisation du nettoyant vapeur? Nous, on la recommande au contraire, l'efficacité est prouvée. La seule contrainte, c'est que c'est long et qu'il peut y avoir des risques de brûlure. Donc, c'est les seules limites. Après, au niveau de l'efficacité, il n'y a aucun souci. Et voilà, les produits à base d'ammonium quaternaire sont des désinfectants classiques et problématiques. La conclusion, c'est qu'on vous invite à suivre nos autres webinaires sur tous les vendredis midi, sous le même format, une demi-heure. L'idée, c'est d'aborder tous les sujets qui ont été présentés en introduction par Olivier, sur le développement durable de manière générale, et d'être assez pragmatique, d'apporter des réponses assez précises, comme on a essayé de le faire ce matin. Vous allez aussi recevoir un questionnaire de satisfaction. Si vous pouvez prendre le temps d'y répondre, ça serait super. Et puis, sinon, c'est tout pour vous. Vous avez nos contacts. Vous pouvez nous envoyer des questions après, il n'y a aucun souci. Et puis, sinon, je vais vous souhaiter une bonne après-midi et un bon appétit à tous. Et je vous remercie de votre présence.